J'ai toujours cru que ma vie avec Miguel était parfaite. Depuis notre rencontre à l'université, notre relation semblait sortir d'un conte de fées. Lui, architecte talentueux et ambitieux, et moi, enseignante dévouée, partagions des rêves et des valeurs communs. Nous avons construit notre vie ensemble, acheté notre première maison et planifié un avenir radieux. Ce matin fatidique, tout a changé. J'étais en retard à l'école et je ne trouvais mon téléphone portable nulle part. Je me souviens avoir fouillé dans les poches de mon sac, dans les canapés et même sous les coussins. Je n'ai rien trouvé. Frustrée, j'ai décidé d'utiliser le téléphone portable de Miguel pour vérifier un courriel urgent que j'avais reçu de l'un de ses parents. Lorsque j'ai déverrouillé son appareil, une notification de mail a attiré mon attention. Il provenait de Ricardo, l'un de ses meilleurs amis de l'université. L'objet du message était le suivant: mise à jour du pari. J'ai senti un frisson me parcourir l'échine, mais je n'ai pas pu empêcher la curiosité qui m'habitait. J'ai ouvert l'email. Mon univers s'est effondré à chaque mot que j'ai lu. Il s'agissait d'un rapport détaillé des infidélités de Miguel, nom des femmes, date, lieu, et même photo. Des larmes chaudes ont coulé sur mon visage alors que j'essayais de comprendre ce que je voyais sur l'écran. Comment a-t-il pu? Toutes ces années passées ensemble, les vœux que nous avons échangés, tout cela n'était-il qu'un mensonge? J'avais la tête qui tournait et les mots semblaient se confondre. J'ai laissé tomber mon téléphone portable sur le sol et je me suis mise en boule en sanglotant de manière incontrôlée. Je ne pouvais plus respirer, étouffée par la douleur qui me déchira la poitrine. J'ai perdu la notion du temps, mais à un moment donné, j'ai entendu la porte s'ouvrir. C'était Miguel, qui rentrait du travail avec son habituel sourire insouciant. « Bébé, qu'est-ce qui s'est passé ?» me demanda-t-il en se précipitant pour me serrer dans ses bras. J'ai reculé, incapable de supporter son contact. J'ai crié: « Comment as-tu pu ?» en brandissant le téléphone portable dont l'écran fissuré affichait la preuve de sa trahison. Son visage a pâli et il a commencé à bredouiller des excuses. « Ce n'est pas ce que tu crois. Ce n'était qu'un jeu stupide entre amis. » Mais je n'arrivais plus à croire ses paroles. À chaque excuse bidon, c'était comme si un autre morceau de mon cœur était écrasé. « Sors de là », ai-je ordonné, la voix tremblante. « Je ne veux plus te regarder. » Miguel a essayé d'argumenter, mais j'ai refusé d'écouter. Ma confiance, mon amour pour lui, tout avait été détruit en un instant par cette découverte dévastatrice. Les jours qui ont suivi cette découverte dévastatrice ont été une torture sans fin. J'ai passé d'interminables heures allongées dans notre lit, ou ce qui était notre lit, à pleurer jusqu'à ce que l'épuisement me gagne et que je m'endorme. Mais le sommeil n'apportait que rarement un soulagement, car dans mes cauchemars, je revivais encore et encore les mots cruels de l'email. Réveil, pleurs, épuisement, sommeil court, cauchemar, réveil dans un cycle sans fin. C'était comme si j'étais piégée dans un abîme de douleur et de trahison dont je ne pouvais pas m'échapper. Mon cœur était en miettes, écrasé par des années de mensonges et d'infidélité. Dans mes moments de lucidité, je me demandais où j'avais fait fausse route, ce que j'avais fait de mal pour mériter une telle trahison. N'étais-je pas assez femme pour Miguel? Avais-je échoué dans certains aspects de notre relation? Mes insécurités me consumaient, semant des doutes empoisonnés qui ne faisaient qu'amplifier ma souffrance. C'est alors que ma meilleure amie, Anna, est intervenue avec sa détermination habituelle. Elle a littéralement tiré mon corps affaibli hors du lit, me forçant à prendre une douche et à me changer. « Tu ne peux pas continuer comme ça », dit-elle fermement en tenant mon visage entre ses mains. « Il ne mérite pas tes larmes. Tu es forte, tu te souviens ?» Ces mots étaient comme une lumière vive dans l'obscurité qui m'enveloppait. Anna m'a rappelé qui j'étais avant Miguel, une femme indépendante, épanouie et heureuse. Ses yeux m'ont transmis une confiance inébranlable en moi dont j'avais désespérément besoin à ce moment-là. Avec Anna à mes côtés, j'ai progressivement commencé à reprendre ma vie en main. J'ai cherché une aide professionnelle et j'ai commencé à participer à des séances de conseil hebdomadaires. Dans la salle de consultation accueillante du docteur Fernanda, j'ai évacué toutes mes émotions refoulées, colère, ressentiment, deuil de la fin d'un rêve. Le processus de guérison est lent, mais vous y arriverez, m'a-t-elle assuré après avoir patiemment écouté chaque séance difficile. Vous êtes plus forte que vous ne le pensez. Un jour après l'autre,
j'ai suivi les conseils d'Anna et du docteur Fernanda. J'ai repris mes anciens passe-temps, la peinture et le yoga, que j'avais négligés. J'ai fait des promenades avec Anna, respirant l'air frais qui m'aidait à m'éclaircir les idées. J'ai accepté les invitations de mes amis à sortir et à m'amuser, même lorsque tout ce que je voulais, c'était me blottir sous les couvertures. Chaque pas était un combat, mais aussi une petite victoire sur le chemin de la reconquête de mon identité, de mon estime de soi et de ma joie de vivre. L'obscurité a progressivement cédé la place à de précieux rayons d'espoir. La confrontation avec la douleur a été douloureuse, mais nécessaire pour recoller les morceaux de mon cœur brisé. Malgré les efforts d'Anna et du docteur Fernanda, il y a eu des moments où la douleur de la trahison de Miguel m'a complètement consumée. C'étaient les nuits les plus sombres, celles où je me sentais le plus seul et le plus vulnérable. Mes pensées devenaient un labyrinthe étouffant d'autotorture et d'apitoiement. Pourquoi n'étais-je pas assez bien pour lui, gémissais-je devant les murs vides de ma chambre. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi ? Mon esprit s'obstinait à revisiter tous les moments heureux avec Miguel, juste pour les remettre en question. Ce sourire charmant après notre premier baiser, n'était-ce qu'une façade ? Et quand il m'a demandé en mariage à la lueur d'une bougie, en me tenant les mains avec tant d'amour, n'était-ce qu'un mensonge ? Parfois, j'entendais presque la voix moqueuse de Miguel résonner. « Je suis désolé, chérie, mais pensais-tu vraiment que je serais fidèle ? » Quelle naïveté ! Recroquevillé en position fétale, j'ai serré mes genoux contre moi, essayant de bloquer ces pensées tourmentantes. Des larmes coulaient sur mon visage, mouillant l'oreiller. Je serrais les dents, mes lèvres se recroquevillaient en une grimace d'insupportable agonie émotionnelle. C'est au cours d'une de ces nuits qu'Anna me trouva, après avoir été incapable de me contacter pendant des heures. Elle a utilisé le double de la clé pour entrer, et m'a vu debout, une coquille vide de mon ancien moi. Ses yeux s'écarquillèrent d'inquiétude lorsqu'elle me vit tremblant et déshydraté. « Allez, mon pote », murmura Anna d'une voix cassée, en me serrant fort dans ses bras. « Tu es plus fort que ça. Ne laisse pas ce salaud détruire qui tu es. » Ces mots durs ont été le tonique dont j'avais besoin. Anna me renvoyait un miroir honnête de la spirale sombre dans laquelle j'avais plongé. À contre-séhur, je me suis accroché à elle, permettant à sa force de m'ancrer lorsque j'étais à la dérive. « Je ne te laisserai pas abandonner », déclara Anna avec conviction. « Ensemble, nous allons nous en sortir. » Petit à petit, avec son aide infatigable, j'ai réussi à sortir de ce cycle autodestructeur de pleurnicherie et à renouer avec le guerrier intérieur qui m'avait tant défini avant que je ne rencontre Miguel. Les ombres ont commencé à s'estomper, laissant place à une détermination renouvelée de ne pas laisser ces actions définir ma valeur. Cela n'a peut-être pas été facile, mais avec Anna comme guide, j'ai commencé à remonter la pente après cette descente dans l'abîme. Un pas après l'autre, vers la guérison et la redécouverte de moi-même. Ce fut l'une des batailles les plus difficiles, mais elle était essentielle pour que j'en ressorte plus forte que jamais. Grâce au soutien indéfectible d'Anna et aux conseils du docteur Fernanda, j'ai commencé à reconstruire progressivement les morceaux de ma vie et de mon identité. Ce fut un processus lent et douloureux, avec des hauts et des bas, mais chaque petite victoire me donnait plus de force pour continuer. L'une des premières initiatives a été de reprendre mes cours de peinture. Avant Miguel, j'avais tellement de plaisir à mélanger les couleurs sur une toile vierge, à exprimer mes émotions à travers l'art. Mais après la trahison, j'ai perdu toute inspiration et toute motivation. Le premier jour de la rentrée, je me souviens avoir regardé le chevalet vide avec appréhension. Mes yeux brûlaient de larmes non versées tandis que les pinceaux tremblaient dans mes mains agitées. Comment pourrais-je peindre quelque chose de beau alors que tout en moi n'était que ténèbres et chaos ? L'instructrice, Julia, une gentille dame aux cheveux grisonnants, m'a encouragée avec un sourire paisible. Prenant une profonde inspiration, j'ai laissé le pinceau danser librement sur la toile. Un splendide enchevêtrement de couleurs intenses est apparu, bleu marine, rouge sang, noir nuit. Un tourbillon orageux d'émotions refoulées. Ce n'était pas beau au sens classique du terme, mais c'était viscéral, honnête. Pour la première fois depuis des semaines, j'ai ressenti une étincelle de soulagement. Peu à peu, j'ai également repris ma pratique hebdomadaire du yoga. Dans la salle d'exercice, avec les rayons du soleil matinal s'infiltrant à travers les fenêtres, je m'accordais des moments de tranquillité. En étirant mon corps dans des positions difficiles,
j'ai pu vider mon esprit de toute pensée angoissante. Respirer profondément, expirer lentement, nous rappelle l'instructrice Isabella de sa voix douce. C'est dans ces moments de sérénité que j'ai senti mon ancien moi renaître de ses cendres. Une force intérieure que Miguel n'a jamais pu effacer, même si j'étais dévastée. Anna s'est également efforcée de me faire sortir de la maison, en organisant des réunions avec nos amis les plus proches. Au début, il était difficile de forcer un sourire alors que tout ce que je voulais, c'était me blottir dans un coin. Mais petit à petit, dans la chaleur des rires partagés et des conversations détendues, j'ai pu me rappeler que la vie valait toujours la peine d'être vécue. Espérons que le prochain chat célibataire se présentera, plaisante Carla en me faisant un clin d'œil malicieux. Tout le monde a ri aux éclats, et pendant un instant, mon cœur s'est senti à nouveau léger. Il était bon de se rappeler que le bonheur authentique existait toujours, malgré tout. Le chemin de la guérison a été fait d'aller-retour constant. Il y avait des jours ensoleillés où j'avais l'impression d'être sur la bonne voie, avant d'être assailli par des cauchemars à propos de Miguel la nuit suivante. Mais à chaque pas, aussi petit soit-il, je reconstruisais mon sens de la valeur et ma raison d'être, morceau par morceau. Après des mois d'efforts pour surmonter la douleur et reconstruire ma vie, je suis arrivé à un point où j'ai su que je devais confronter Miguel publiquement à propos de ses trahisons. Même si je voulais mettre tout cela derrière moi, je ne pouvais pas aller de l'avant tant qu'il n'aurait pas fait face aux conséquences de ses actes. Avec l'aide infatigable d'Anna, j'ai organisé une réunion avec nos amis les plus proches et notre famille dans l'un des meilleurs restaurants de la ville. L'idée était de révéler à tout le monde la preuve irréfutable de l'infidélité de Miguel, afin que notre réseau de soutien connaisse la vérité une fois pour toutes. Le soir de l'événement, je me souviens être arrivé tôt au restaurant pour m'assurer que tout était prêt. Mes mains tremblaient légèrement tandis que je disposais les assiettes sur la table réservée et que j'ajustais les compositions florales. Malgré toute la thérapie, il y avait toujours en moi une part d'insécurité qui craignait le jugement des autres. L'un après l'autre, nos amis et notre famille sont arrivés, échangeant de chaleureuses accolades et des salutations animées. Lorena et Carlos, Margarita et Alejandro, les oncles, les cousins, tous étaient réunis pour une fête qui, pour eux, n'était qu'une soirée de détente comme les autres. Mais je savais que tout allait bientôt changer. Miguel arriva enfin, souriant comme toujours, sans se douter de ce qu'il attendait. Lorsqu'il me vit, il ouvrit les bras pour me serrer dans ses bras, mais je l'esquivai, ce qui lui fit perdre momentanément son sourire. En me raclant la gorge, j'ai demandé l'attention de tout le monde. Le bruit des conversations se dissipe peu à peu, jusqu'à ce que tous les regards se tournent vers moi. Prenant une profonde inspiration, j'ai rompu le silence. Amis, famille, merci d'être venus. Malheureusement, ce n'est pas une fête ordinaire. Il y a quelque chose que je dois partager à propos de Miguel. J'ai vu son visage rougir lorsque j'ai sorti mon téléphone portable, affichant les captures d'écran de l'email fatidique avec toutes les preuves de son infidélité. Un murmure collectif de choc a fait le tour de la table. Lorena est la première à exploser, les larmes aux yeux. L'un après l'autre, tous se joignirent au concert d'indignation, regardant Miguel avec déception. Il tente de s'expliquer en disant que ce ne sont que des blagues idiotes, mais personne ne l'écoute. Sa réputation de gentil s'est alors effondrée. Il était libérateur d'exposer enfin les mensonges de Miguel à la lumière du jour. Même s'il était douloureux de revivre ces moments, j'avais besoin de le faire descendre du piédestal sur lequel nous l'avions placé pendant si longtemps. La confrontation m'a apporté un mélange de soulagement d'avoir obtenu justice et de tristesse d'avoir mis fin à tant de relations précieuses. Mais au bout du compte, je savais que j'avais pris la bonne décision. Cette nuit-là a représenté un tournant, une rupture définitive avec le passé afin que je puisse avancer dans ma nouvelle vie la tête haute et la fierté retrouvée. Quelques mois se sont écoulés depuis la confrontation publique avec Miguel et la révélation de ses trahisons à nos amis et à notre famille. La vie a suivi son cours, avec des bons et des mauvais jours sur le chemin de l'auto-guérison. Chaque fois que je me sentais faiblir, je me rappelais les mots d'Anna, « Tu es forte. Ne laisse pas ce salaud définir qui tu es. » C'est au cours d'un de ces après-midi que j'ai décidé d'aller prendre un café et de profiter du soleil printanier. J'ai trouvé un café confortable à quelques rues de chez moi. J'ai commandé un cappuccino et je me suis installé à une table latérale, profitant de l'arôme réconfortant tout en feuilletant distraitement un magazine. Soudain,
Mon cœur s'est emballé lorsqu'une silhouette familière a franchi le seuil de la porte. C'était Miguel, mais je l'ai à peine reconnu. Il semblait avoir vieilli de plusieurs années en quelques mois. Son visage s'est aminci, ses yeux sont cernés et son menton est recouvert d'une fine barbe. La posture droite et confiante que j'avais l'habitude d'admirer a été remplacée par des épaules voûtées et des pas hésitants. Nos regards se sont croisés, pendant un instant, j'ai été paralysée. Une partie de moi voulait fuir cette présence qui m'avait fait tant de mal. Mais une autre partie de moi avait pitié de la figure désolée qui se trouvait devant moi. Miguel a commencé à marcher vers moi, comme mu par une force invisible. « Bonjour », dit-il d'une voix rauque, presque méconnaissable. Ses mains tremblent légèrement alors qu'il les enfonce dans ses poches. « Je peux m'asseoir ?» J'ai acquiescé en silence, le regardant s'installer sur la chaise en face de moi. De près, je pouvais voir à quel point il avait changé. Les yeux qui contenaient autrefois une étincelle espiègle étaient maintenant opaques, inondés d'une profonde tristesse. « Je suis désolé », commença Miguel après une longue pause. « Je suis désolé pour tout ce que j'ai fait, pour tous les mensonges et les trahisons. Tu ne méritais pas de vivre ça. » Ces paroles ont été comme un déluge qui s'est ouvert, donnant lieu à un flot d'excuses et de regrets. Miguel a admis qu'il avait toujours manqué de confiance en lui, malgré son assurance apparente. Il a raconté comment il avait pris part à ce « pari stupide » avec Ricardo pour essayer de se prouver quelque chose, mais qu'il n'avait réussi qu'à s'enfoncer dans un cycle autodestructeur d'infidélité. « Je t'aimais vraiment », murmure-t-il, les yeux humides. « Mais j'ai été faible et égoïste. J'ai perdu la femme la plus incroyable à cause de mes stupides insécurités. » Pendant qu'il se défoulait, de nombreuses émotions contradictoires m'ont traversé l'esprit. D'un côté, j'éprouvais une certaine satisfaction à le voir enfin prendre toutes ses responsabilités au lieu de trouver des excuses bidons. Mais d'un autre côté, la douleur brûlait encore fort en moi au souvenir de toute la peine qu'il m'avait causée. Lorsque Miguel s'est enfin tu, j'ai fixé son visage déprimé pendant de longues secondes. Puis j'ai posé ma main sur la sienne, sur la table, ce qui a fait s'écarquiller ses yeux larmoyants. « Merci de t'être ouvert à moi », dis-je d'un ton calme, « tes paroles apportent une certaine paix, même si elle est tardive. Mais tu dois comprendre qu'il n'y a pas de retour en arrière possible. La confiance a été rompue pour toujours, et je ne peux pas retourner à cette vie. » Miguel a hoché la tête solennellement, comme s'il comprenait la gravité de la situation. De nouvelles larmes silencieuses ont coulé sur son visage fatigué lorsque j'ai repris ma main. « Je sais que j'ai fait trop de mal pour mériter ton pardon », a-t-il admis d'une voix brisée. « Mais je voulais que tu saches à quel point je t'aime encore et que je le regrette amèrement. » J'acquiesçai, ressentant un mélange de regret et de soulagement. Malgré la tristesse de cette rencontre, une partie de moi pouvait enfin tourner la page après avoir entendu la confession sincère de Miguel. Quelques jours après les retrouvailles inattendues et émouvantes avec Miguel à la cafétéria, j'ai reçu un mystérieux message d'un numéro inconnu. C'était Ricardo, l'ami intime de Miguel qui avait lancé ce « pari stupide » qui avait détruit mon mariage. « Il faut que je te parle. C'est à propos de Miguel. Retrouvez-moi dans le parc central demain à 10h. C'est important. » Malgré ma réticence initiale, la curiosité l'a emporté. Le lendemain, je suis arrivée quelques minutes à l'avance dans le parc très fréquenté. J'ai trouvé Ricardo assis sur un banc en bois, les coudes posés sur les genoux, les sourcils froncés et l'air troublé. « Merci d'être venu », a-t-il dit sans embâche dès que je me suis approchée, « j'ai quelque chose de très sérieux à vous dire. » Ricardo a alors fait une confession choquante. Selon lui, c'est lui, et non Miguel, qui a eu l'idée du « pari sur l'infidélité ». Au départ, il s'agissait d'une plaisanterie entre amis, qui s'est rapidement transformée en quelque chose de beaucoup plus sombre. Miguel a toujours manqué de confiance en lui, malgré l'assurance qu'il affichait à l'extérieur, explique Ricardo, dont les yeux cherchent à comprendre. Lorsque nous avons commencé à parier sur celui qui accrocherait le plus de femmes, c'est comme si quelque chose s'était réveillé en lui. Soudain, il a dû prouver sa valeur par des conquêtes. Pendant que Ricardo parlait, je pouvais mentalement reconstituer le déroulement des événements. Les taquineries constantes et les plaisanteries désobligeantes ont alimenté l'insécurité de Miguel, l'obsédant de montrer qu'il était un bon parti. Ce qui avait commencé comme un amusement s'est rapidement transformé en un cycle toxique de trahison et de mensonges.
Je regrette amèrement d'avoir planté ces graines dans ses oreilles, admet Ricardo, la voix brisée. Si j'avais su le mal que cela vous aurait fait à tous les deux. Je l'ai vu se couvrir le visage de ses mains dans un geste de profonde honte et de remords. Aussi choqué que je l'étais, une partie de moi avait pitié de cet homme. Ricardo assumait l'entière responsabilité du rôle qu'il avait joué dans la destruction de mon mariage. Merci pour votre honnêteté, ai-je dit doucement après un long silence. Cela n'adoucit pas ce qui s'est passé, mais au moins cela apporte une nouvelle compréhension. Ricardo a acquiescé solennellement, comme si un poids avait été partiellement enlevé de ses épaules. Nous sommes restés assis quelques instants, plongés dans nos propres pensées. Quelques jours plus tard, j'ai rencontré Miguel une dernière fois pour lui raconter ce que Ricardo m'avait révélé. Il a d'abord réagi avec stupeur et colère, puis ses épaules se sont affaissées lorsqu'il a pris conscience de la réalité de la situation. Si l'influence de ses amis expliquait une partie de son comportement, rien ne justifiait la trahison qu'il m'avait infligée. Je comprends que tu ne puisses pas me pardonner, a dit Miguel, les yeux baissés, après que j'ai fini de le lui dire. Mais je te promets d'apprendre de mes erreurs et de devenir un homme meilleur à partir de maintenant. J'ai fait face à l'homme en face de moi, qui avait été mon grand amour, et j'ai ressenti une pointe de regret pour la façon dont les choses s'étaient terminées. Mais il n'y avait plus de doute ni de ressentiment. J'étais prête à tourner la page une fois pour toutes. Je te pardonne, Miguel, ai-je répondu calmement. Mais tu sais déjà que nous ne pouvons pas revenir en arrière. Mon voyage est maintenant un voyage de découverte de soi et de croissance. J'espère que tu trouveras la paix que tu cherches aussi. Avec une dernière étreinte, j'ai laissé derrière moi les décombres de mon passé. La vérité, aussi difficile soit-elle, m'a permis d'aller de l'avant avec une force et une détermination renouvelées, en valorisant ma propre valeur et mon bonheur par-dessus tout.